un sentiment de joie, de fierté, parce que dans la plupart des capitales d'Afrique francophone, des jeunes issus de la société civile se sont mobilisés pour dénoncer ce mal du XXIe siècle, qui était un mal du XXe siècle aussi, qui est le néocolonialisme, qui est la France-Afrique, qui est le franc CFA. Le franc CFA étant rien d'autre qu'un segment justement de cette problématique plus globale qu'est la France-Afrique. Un sentiment de fierté parce que un peu partout où nous allons, dans la rue, les prolétaires, ceux qui n'ont rien, nous remercient pour le combat que nous menons et comprennent les risques que nous prenons pour eux. On n'a rien à gagner dans ce qu'on fait. On n'est pas payé comme certaines autres personnes par les agences françaises de développement, par les ONG occidentales, ni par quiconque. Le combat que nous menons, ce sont des footballeurs qui parfois nous soutiennent, ce sont des indépendants qui nous soutiennent, parce qu'ils savent que le combat que nous menons est un combat juste. Et quand dans la rue, un peu partout, c'est faux. Qui vous dit que la population... On a organisé des mobilisations cette année, depuis janvier. Il n'y a jamais autant de mobilisation sur le continent, suite à notre propre initiative, sur la thématique du franc CFA de la France-Afrique. Qu'est-ce que vous appelez population? La société civile se constitue de quoi? La société civile ne s'est jamais constituée de millions de personnes qui sortent dans la rue. C'est pas vrai. Ou alors il faut qu'il y ait un contexte local particulier qui pousse justement la population dans sa globalité à se mobiliser. Mais généralement, quand on parle de société civile, quand Amnesty International au Sénégal se réunit, ils sont combien? Ils sont une cinquantaine. Quand la plupart des organisations de la société civile se réunissent, elles sont combien? Peu nombreuses. À part quand les partis politiques décident d'acheter des gens, payer des cars, payer un certain nombre de personnes pour que des personnes qui ne comprennent même pas la politique se déplacent en tenant des pancartes pour leur demander d'obtenir, mais sans qu'ils comprennent la situation. Nous, ce sont des jeunes qui sont tous des représentants d'associations. Quand plusieurs centaines de personnes se réunissent à Dakar, quand plusieurs centaines de personnes se réunissent à Libreville, quand plusieurs centaines de personnes se réunissent à Bamako, quand plusieurs centaines de personnes se réunissent en Guinée, etc., au Bénin, au même moment, et que chacune de ces personnes sont des présidents d'associations, il faut vous poser la question de savoir pourquoi les autorités françaises ou les médias français, qui sont le bras armé des autorités françaises comme Le Monde Afrique et son valet nègre, comment il s'appelle, Anne Amidou, ou Amidou Anne, je ne sais plus trop son nom, quand ce valet nègre de la France-Afrique, qu'est le monde, et que représente ce système de manière générale, nous attaque, c'est parce que ça leur pose problème, le combat de mobilisation que nous menons. C'était quelque chose sur lequel on doit insister, et je vous le dis, la France n'aurait jamais autant, les autorités françaises n'auraient jamais autant parlé du franc CFA que cette année, si justement on ne mobilisait pas énormément la société civile. Donc on se laisse violer alors. Qu'est-ce qu'on fait? Je me mets à quatre pattes et puis comme le capitalisme est trop puissant dans le monde, j'écarte mes fesses et je leur dis violez-moi. Moi je ne suis pas de cette race. Je n'ai pas été élevé comme ça. Je suis quelqu'un qui se bat contre le viol. Le viol de notre dignité. Le viol de notre identité. Le viol de notre histoire. Je me battrai toute ma vie contre ça. Et que le capitalisme soit puissant ou pas, le néocolonialisme sur nos terres et partout dans le monde doit cesser. Et il est du devoir de tout homme et de toute femme doté de raison de résister contre ça. Parce qu'on commence à être entendu. Parce que les mobilisations, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous dis qu'on est beaucoup plus suivi que vous ne semblez le voir de manière très parcellaire et partielle. Je regrette d'ailleurs que vous n'ayez pas été, vous, en présence physiquement ce samedi. Vous auriez pu sentir l'état d'esprit, vous auriez pu capter l'atmosphère, et pas simplement vos reporters, mais capter l'atmosphère de manière générale, parce que vous êtes quelqu'un de très renseigné sur la question africaine, et vous auriez senti que ce qui se passe à Dakar, et ce qui se passe dans toutes les capitales africaines, c'est quelque chose aujourd'hui qui est dans une dynamique de force, de motricité historique. Nous sommes en train aujourd'hui d'être des porteurs d'un mouvement, des porte-voix d'un mouvement, d'un état d'esprit, d'un sentiment d'injustice qui est de plus en plus prégnant au sein des couches des différentes populations africaines. Et les autorités, les élites, qui pendant des années ont fait mine de ne pas entendre la souffrance du peuple, sont obligés de l'entendre quand ils se rendent compte que ça risque de frapper à leur porte tôt ou tard. Et plutôt que d'avoir les populations qui se rebellent contre elles, certaines d'entre elles qui sont un peu plus malignes, parce que c'est ça l'Union africaine, ce sont les représentants des dirigeants africains qui vont siéger là-bas. Personne ne vote pour l'Union africaine. D'accord?
ou alors des parlementaires indirectement qui sont après nommés pour siéger à l'Union africaine. Et ce sont ces personnes-là, après, qui viennent donner leur point de vue sur ces questions. Donc ce que je veux vous faire comprendre sur cette réflexion, c'est qu'ils ne peuvent pas faire semblant de ne rien entendre de nos revendications, parce que nos revendications sont très audibles. Ce geste-là, ça fait 1 an qu'on en parle, d'accord, avec des avocats autour de nous. Donc on est déjà au courant de tout ça. Mais moi, la question qui m'intrigue, pourquoi vous dites que ça a été condamné par une partie de l'opinion publique et vous ne parlez pas de toutes celles et tous ceux qui ont inondé. On a quand même, notamment sur les réseaux sociaux, plus de 300 000 personnes qui nous suivent, nettement supérieurs que les quelques roquets et soumis à la France-Afrique et les quelques nègres amoureux de la France, comme Hamidou Anne, qui est l'un de ses hystériques représentants, d'accord, au gabarit chétif, mais à la voix très aiguë pour ce qui concerne, quand il s'agit d'attaquer ses propres frères, au service justement de la lutte contre l'impérialisme de manière générale. Mais je suis très surpris que vous fassiez le relais de personnes qui condamnent et qui sont minoritaires par rapport à toutes celles qui ont compris. Alors, le geste est très simple. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui est plus proche du prolétariat que de la bourgeoisie sénégalaise ou de la bourgeoisie africaine. J'ai eu un débat de plusieurs heures avec ma propre famille. Il nous restait 10 000 francs CFA pour toute la semaine. J'ai dit, est-ce qu'il est pertinent que je prenne la moitié de ce billet et que je le brûle, sachant que ça va nous mettre dans une difficulté terrible parce qu'on a très peu à manger, contrairement à beaucoup de personnes. Les gens ne le savent pas, les gens pensent qu'on vit, on est milliardaire, on est millionnaire, etc. Je suis chroniqueur à Vox Africa, je ne gagne pas des millions. Là, on est en période de vacances, c'est la difficulté, on est dans l'épreuve. Mais j'ai dit, en s'attaquant à ce symbole, c'est un message que l'on donne. On a peu. Mais mieux vaut être capable d'attaquer le symbole qui est le symbole de la servitude, que de se complaire justement dans cet esclavage monétaire. Voilà quel était le geste lorsque l'on brûle ce billet qu'est le franc CFA. Quand on brûle un billet dont 50% justement de ce billet est remis à la Banque de France, quand on brûle ce billet qui est le symbole justement de l'omnipuissance de la France vis-à-vis de nos intérêts africains, n'oublions pas qu'il y a des représentants de la Banque de France qui siègent à la BCEAO, d'accord, et qui siègent à la CEDEAO et qui siègent aussi à la CEMAC. Il ne faut pas oublier cette démarche-là. Pourquoi on ne le dit pas? Quand il y a des décisions qui sont prises par les États d'Afrique de l'Ouest, quand il y a des décisions qui sont prises par les États d'Afrique centrale, est-ce que vous savez que les représentants de la Banque de France ont le droit de veto? C'est quelque chose qui vous paraît normal? Est-ce que vous savez qu'on est considéré comme une population de singes partout dans le monde parce qu'on n'est même pas capable d'avoir une monnaie qui est une monnaie autodéterminée, c'est une monnaie qui est déterminée par d'autres? Vous trouvez ça normal? Quand j'attaque ce billet, j'attaque un symbole. Contrairement à la bourgeoisie sénégalaise qui ne peut pas se plaindre de ce billet parce que c'est avec ce billet qu'elle est dans la jouissance. Moi, quand j'attaque ce billet, je n'ai pas les moyens de cette bourgeoisie-là. Je suis plus proche du prolétariat. Mais je le fais parce que je suis prêt à sacrifier le peu que j'ai pour m'attaquer à quelque chose qui est un système. Et que ce billet appartienne justement, comme ils disent, à la BCEAO, et que donc si on attaque ce billet-là, on attaque la BCEAO. Moi, je ne parle pas un langage d'esclave. Les gens qui parlent comme ça sont des esclaves. Et moi, je ne suis pas de la race des esclaves. Je le serai peut-être pour l'instant. On a eu un nombre écrasant de personnes qui nous envoyaient des messages de soutien. Et on a eu de l'autre côté, évidemment, une minorité, la bourgeoisie france-africaine, hein, le clown de Hamidou Anne, justement, et d'autres, qui ont fait des roquets pour plaire aux Blancs, pour plaire à l'oligarchie française, d'accord, et qui ont condamné, et qui ont demandé certains, qui vous parlent d'universalisme, ont dit il faut que Kémy Séba rentre au Bénin. Alors j'ai été surpris d'apprendre que les mêmes qui vous chantent Hannah Arendt, qui vous chantent l'universalisme, l'humanisme de manière générale, demandent à ce que je sois expulsé du Sénégal, en disant Salniak. J'ai lu ça. J'ai trouvé ça mignon, qui signifie ça à l'étranger, ou quelqu'un qui n'est pas du sérail local. J'ai trouvé ça mignon. Une minorité. Mais cette minorité, évidemment, ne me dirait pas ça dans la rue, en tête à tête. C'est derrière, justement, l'agilité du clavier, ou dans les médias de l'homme blanc, que cette minorité-là peut se permettre de parler comme ça. Mais ces gens-là sont minoritaires par rapport à la masse de gens qui nous soutiennent. D'accord? Donc les problématiques de Y'en a marre n'intéressent que les gens ici. Et encore une partie. Ça n'intéresse pas l'Afrique. Voilà. Je vais vous répondre en une fois pour ce qui est de ces derniers. Je n'ai pas le temps de parler d'eux. C'est vous, au Sénégal, qui faites une fixette sur eux. Ils ne m'intéressent pas.
il vous fascine comme il fascine les Blancs. Je termine. Vous m'avez posé une question, donc je vous réponds. Il vous fascine, vous ici, les médias sénégalais, il fascine les Blancs. Il ne fascine pas le peuple africain. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, je suis attaqué par les gens qui les louent. Je suis incarcéré par les systèmes qui les félicitent. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Le reste n'est pas une critique ou un compliment. Moi, je ne suis pas dans l'attaque vis-à-vis des gens, sauf quand ces gens-là m'attaquent. En tout cas, juste pour finir, je les aime. Je ne suis pas sûr que ce soit réciproque. Et il y a un deuxième point qui est que les gens qui les aiment sont les gens qui me mettent en prison. Chacun en tirera les conclusions qu'il veut. Ça me fait rire, les rêveurs. Bon, des rêveurs qui vont en prison pour leurs idées, j'en connais très peu. Et généralement, quand quelqu'un rêve, les puissants ne se sentent pas menacés par les rêveurs. Ils se sentent menacés par les personnes qui peuvent déranger leurs intérêts. Si nos rêves n'étaient que fantasmagories, je ne serais pas fiché S en France, je ne serais pas arrêté régulièrement par Interpol, je ne serais pas incarcéré pour mes idées politiques qu'ils essaient de criminaliser après. Comme dirait Tupac, quand un noir commence à penser de manière indépendante, on essaie de l'orienter vers une dimension de criminalisation politique. C'est toujours cette même démarche et c'est dans cette situation que l'on se situe plus que jamais. Maintenant, si penser que le monde dans lequel on vit, que la condition de l'Africain, de l'Africaine de manière générale est une condition inhumaine, une condition qui mérite d'être changée radicalement. Si c'est ça être rêveur, on est fiers d'être des rêveurs, mais l'histoire nous donnera raison. La suite de notre combat, c'est de continuer cette propagation de nos idées souverainistes un peu partout sur le continent africain. Nous réussissons. Moi, je vous le dis. Et c'est parce que, juste, je termine, c'est parce que nous réussissons que les puissants tentent de nous lancer le plus de pierres possible avec leur relais nègre sur le territoire africain. Nous étions dans plusieurs pays et nous allons continuer dans cette démarche en accentuant le combat, en densifiant la méthodologie. Et les gens qui poussent des cris d'orfraie là, qu'ils sachent que ce qu'on fait n'est qu'un encas par rapport à ce qui se passera demain. Moi, je trouve qu'il y a une dimension très liberticide. Après, chacun voit midi à sa porte. Je suis surpris que des personnes qui donnent un avis, qu'ils insultent ou pas le président sur Internet, puissent se retrouver incarcérés. Des pays que je critique en Occident, les gens peuvent insulter le président, ne vont pas se retrouver incarcérés. Je trouve ça un peu étrange. Comme une chanteuse qui est sur WhatsApp a tenu des propos contre le président, des propos critiques, qui se retrouvent arrêtés. Je trouve ça très étrange. Je trouve qu'on est dans une dérive liberticide réelle. Et bon, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau en Afrique. On est confronté à ces réalités depuis longtemps. C'est aussi une réalité. C'est moi qui vous remercie, mon frère. Merci infiniment.